Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous, on va démarrer. Alors, bienvenue pour cet après-midi consacré à l'architecture, à la maîtrise d'ouvrage, à l'innovation. Enfin, nous aborderons plusieurs thématiques. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h15. Donc, une première séquence jusqu'à 15h45 sera plus spécialement consacrée à l'architecture du XXe siècle et aux résultats de l'appel à projet, enfin aux présentations des incubations de l'appel à projet architecture de la transformation. De 15h45 à 16h45, nous parlerons numérique avec le BIM et l'impression 3D. Et enfin, jusqu'à 17h15, nous aborderons avec deux organismes les solutions constructives pour répondre aux situations d'urgence. Alors, nous avons intitulé cette première séquence Architecture du XXe siècle. Nous la menons en partenariat avec le ministère de la Culture. Merci Nathalie Choplin d'être avec nous. Et notre objectif avec le ministère était de valoriser des opérations qui s'étaient appuyées sur l'architecture des bâtiments existants pour mener leur transformation. Alors, deux organismes, avec parfois leur architecte, vont nous présenter leur opération. Et nous avons également le plaisir d'accueillir la DRAC PACA avec son représentant, le conseiller architecture de la DRAC. Si vous voulez bien venir vous installer, donc Raphaël Second, architecte de l'opération également, membre de l'ordre régional, enfin local, je ne sais pas s'il est régional, hein, vous pouvez vous installer. Janine Fialon, qui est chef de projet renouvellement urbain chez Logirem, hein, c'est d'abord une opération locale. Et ensuite, François Gondran, donc conseiller architecture à la DRAC. Vous allez nous parler d'une opération. On peut lancer la première présentation. Vous allez nous parler d'une opération qui a été portée par le renouvellement par l'ANRU, Baou du Sormiou. Voilà, je vous laisse la parole. Vous avez des micros, des filaires et des non-filaires. Vous en avez 3 et vous avez. C'est bon ? Également une zapette si jamais vous en avez besoin. La zapette. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici pour illustrer le propos et on va vous parler d'une opération de réhabilitation. Vous m'entendez ? D'une opération de réhabilitation qui s'est passée au Baou de Sormiou. Vous n'entendez pas ? Plus près. Plus près. Le micro, il faut le tenir bien près. D'accord. Donc, une opération de réhabilitation qui s'est passée sur Marseille, dans le 9e arrondissement, au sud, au plus près des Calanques, dans un site qui se trouve être en zone de sécurité prioritaire, où le quartier que vous avez sous les yeux, voilà, vous avez les 5 résidences entourées Logirem, représentent la moitié du logement social du secteur et une prépondérance du logement social par rapport aux pavillonnaires. Un patrimoine des années 80, donc on a 3 résidences collectives, donc vous les voyez, le parc de la Valette, le plan de la Jarre et le Vaucanson, et 2 groupes de villas, des hameaux de promotion familière, puisque c'est un site de résorption de bidonvilles où il y a eu une phase de relogement très importante. Donc je vous y disais, c'est un quartier en zone de sécurité prioritaire, un quartier stigmatisé, mais un quartier qui a une histoire ancrée dans le cœur des habitants et dans les tripes des habitants. Et sur ce secteur-là, l'ANRU et le porteur de projet à l'époque, la ville de Marseille, ont associé les bailleurs pour une opération de renouvellement urbain. Alors on n'est pas du tout, vous l'avez vu, sur un site habituel des années 70, puisque les HLM, entre guillemets, ce sont des petits groupes de moins de 100 logements, des petites cages d'escalier de 4 à 8 logements, des villas. Et on a dû s'associer pour réaliser un tas d'opérations, de la démolition de villas, donc des grosses villas avec des gros ménages, une réhabilitation, une résidentialisation donc, de nos 300 logements, de la restructuration des villas et de la reconstitution de l'offre locative et avec de la diversification et de l'accession. Ça s'est passé sur les années 2011 et 2016 pour ce qui concerne l'investissement Logirem. Un ordre d'idée pour vous montrer qu'on n'est pas du tout sur de la grosse rénovation urbaine.
On a 18 millions d'euros d'investissement pour 300 logements. Voilà, ça fait un peu moins de 40 000 euros TTC. C'était pas gagné. On nous a dit que c'était pas possible, puisque très difficile. Des partenaires disséminés, mais on a considéré que c'était un défi et on a vécu une aventure. On va vous faire part de ce qui a été important à nos yeux et des difficultés qui ont été surmontées. Voilà, je laisse la parole à Raphaël Second, notre architecte maître d'œuvre de cette opération. Bonjour. Donc, par rapport aux images que vous avez vues, ce n'est pas un patrimoine qui séduit a priori les architectes pour des solutions de type moderne. C'est un patrimoine qui est ocre-rose, on le dit néo-provençal, avec des tuiles, des formes compliquées, des petits toits. A priori, ce n'est pas ce qui séduit au premier abord les architectes. Néanmoins, ce qui m'a tout de suite accroché dans ces 5 résidences, parce qu'il y a presque 300 logements, donc ils sont répartis dans des petites unités de 20 logements pour les petits hameaux jusqu'à 150 logements pour les collectifs, c'est justement cette espèce de biodiversité et de possibles dans les formes architecturales, dans l'organisation et dans les typologies de logements, parce qu'on a à peu près tous les types de logements, des logements qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on fait maintenant, peut-être à peu près 15% plus grands, qui ont des espaces extérieurs généreux, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, ou très rarement, parce que ce n'est pas dans les normes. Et en même temps, ce sont des organisations qui permettent aussi une biodiversité des habitants, donc qui permettent ce mélange. Et je crois que l'intelligence de Logirem, donc de notre maître d'ouvrage, ça a été de privilégier une résidentialisation, j'aime pas trop ce mot, mais disons ouverte, c'est-à-dire qu'on a... Quand on est intervenu, on a choisi de souligner les limites des opérations, mais elles étaient déjà presque bien adressées sur rue, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est traversé. Aujourd'hui, les résidences qui sont construites autour, il y en a qui ont certes de très belle qualité, juste à côté. Elles ont le désagrément d'être fermées. Et finalement, ces 5 opérations de réhabilitation, elles offrent un regard et un geste très généreux à la ville parce qu'on peut les traverser. Alors certes, on ne peut pas les traverser de toutes les façons et je crois que c'était le travail important qui a été fait en amont de choisir où on pouvait traverser, où on ne pouvait pas traverser. Et c'est comme ça qu'on a pu asseoir des solutions assez simples. La démolition dans les hameaux a permis de créer, de redonner du foncier pour réaliser 2 petites rues qui permettent d'éclater les hameaux qui étaient recentrés sur eux et donc de les ouvrir sur le quartier puisque ces 2 hameaux étaient les plus stigmatisés de la zone. Et dans ce que vous a dit Raphaël, ce qui était important pour nous, c'est de ne pas mettre tout l'argent sur le patrimoine bâti, mais de garder quand même une bonne enveloppe, environ 5 à 6 000 euros au logement, pour traiter les espaces extérieurs, puisque dans l'attractivité et dans le ressenti des habitants, le regard des autres est très important et se met parfois au même niveau que le confort. Alors je vais juste aller décrire assez rapidement les solutions architecturales qu'on a choisi de mettre en valeur. Donc c'était plutôt souligner plutôt que travestir cet ensemble de logements. Donc finalement c'était néo-provençal, donc on a choisi des matériaux provençaux, on a choisi des mouches arabiées en briques, des matériaux qui ont aussi une patte artisanale, c'est important pour pas que ce soit tout comme une maquette à l'échelle 1. On a choisi des carreaux vernissés avec des teintes provençales. Et quand on n'avait pas assez d'argent, on a choisi de la peinture qui avait les mêmes teintes que les carreaux. Et on a apporté juste quelques touches de couleur pour souligner l'architecture. Ce sont des architectes marseillais qui ont fait de belles opérations à cette époque-là. C'est Atelier Neuf. Et on leur a rendu hommage en remettant en valeur les bétons qui parfois avaient été peints, donc parce qu'il y a des bandeaux en béton, des balcons en béton. Et la chance qu'on a eue, je pense, c'est que cette volumétrie compliquée qu'ils avaient mise en œuvre, elle nous a interdit l'isolation par l'extérieur. On y reviendra après, mais ça a permis de faire une rénovation thermique en isolant les combles et les rez-de-chaussée, mais de ne pas complètement dénaturer les façades parce qu'on n'avait pas cette obligation d'isolation par l'extérieur. Oui, on vient de passer 2 images qui sont très symptomatiques de la qualité qui a été apportée à la démarche et des architectes et des maîtres d'ouvrage. C'est le fameux café chantier. Je crois, Raphaël, que c'était une idée que vous avez eue dès le début de la démarche, puisqu'il y a eu quand même tout un temps de réflexion avant même de commencer à faire le chantier et qui est passé par ce fameux café chantier.
Oui, alors c'est quelque chose qu'on a proposé peut-être pour rendre hommage au travail de Janine Fialon et ses équipes qui ont fait un gros travail de concertation et de rencontre des habitants. Donc on s'est dit qu'il fallait prolonger ça par une rencontre tout au long du chantier. Alors c'était à double tranchant parce que ça veut dire que les habitants peuvent aussi faire l'objet de demandes de modification. Donc il faut en même temps accepter une certaine souplesse et s'adapter. Et c'est un peu, je crois, les difficultés à la fois dans les marchés publics et chez les bailleurs. Cette souplesse-là, elle est difficile. Oui, autant vous dire que sur la partie choix des matériaux et choix et respect de la patte artistique, je dirais, architecturale de Raphaël, quand elle est confrontée aux différents bureaux d'études techniques ou aux conducteurs d'opérations habitués à du patrimoine des années 70 avec des interventions classiques, ici, on a quand même une adaptation et à la résidence et par moments à l'entrée, voire au logement. Le café chantier, ben oui, c'était une belle aventure partagée avec les associations et surtout les habitants. Et on a pris comme base de leur dire venez comme vous êtes et venez comme vous voulez, vous venez râler comme vous venez proposer. Et là, chaque jeudi matin, les habitants venaient nous raconter leurs envies, les difficultés du chantier et on les corrigeait dès le lendemain puisqu'on avait la réunion derrière et ils savaient que le jeudi d'après, ils avaient la réponse à leurs questions et on les a sécurisés dans la démarche et l'accompagnement d'un chantier qui les a quand même un peu bouleversés dans leur quotidien. Voilà, mais c'est quelque chose qui nous a permis de créer du lien social, qui nous a servi pour rebondir plus tard. Alors pour le ministère de la Culture, c'est vraiment un type de projet qui est complètement en dehors de nos champs de vision habituels, puisque l'architecture, dans le premier ministère de la Culture de Malraux, c'était quand même les monuments historiques. Et les monuments historiques, c'était des châteaux et des églises. Et puis tout d'un coup, petit à petit, dans les années 80 justement, on a découvert que le patrimoine, c'était toute l'histoire des uns et des autres, et qu'il y avait des architectures savantes, mais qu'il y avait aussi des architectures populaires, rurales, qui racontaient la vie de nos anciens, et que le patrimoine, quelque part, avait une profondeur qui passait par la vie des gens. Et avec la période plus récente, on a eu cette découverte du développement durable. Et notamment, on s'est confronté à la manière dont, avec l'Europe, les pays du Nord voyaient ce qui était pas tout à fait le développement durable, il s'agit du soutenable, mais la ville durable, c'est avant tout une ville où on tient compte des habitants, et y compris les habitants qui sont depuis longtemps dans leur maison, dans leur immeuble, dans leur quartier. Et l'approche qui est celle que vous avez suivie, Janine, Raphaël, cette approche, ça a été bien finalement de tenir compte de cette histoire qui est une histoire récente, mais qui est une histoire qui a une profondeur, puisqu'on y est passé ce matin, on a vu un monsieur qui a dit « Moi, je suis là dans le quartier depuis 60 ans ». En fait, il a 63 ans, donc ça voulait dire qu'il était arrivé petit quand même. Mais c'est vrai que c'est une chose qui, même dans des architectures qu'on peut juger, nous, aujourd'hui, un peu dévalorisées ou dévalorisantes et autres, il y a un attachement des gens qui ont un vécu sur place, et que respecter ces architectures, leur redonner une apparence, une nouvelle jeunesse, ça passe par une histoire racontée, sur une approche aussi du vécu des uns et des autres, et il s'agit de pouvoir transformer un petit peu comme finalement on le fait aussi avec les monuments historiques. Moi, j'ai toujours été très étonné une fois de rencontrer un grand architecte qui était ravi que l'architecte des monuments historiques restaure et trouve des solutions pour remettre en valeur et rendre plus habitable le bâtiment historique. Et on a la même chose pour ce patrimoine que sont le logement social, et avec une dimension qui va être une dimension plus large que la seule architecture. C'est-à-dire qu'on voit que dans le cas, Janine, ce que vous avez tout de suite senti, c'était qu'il y avait aussi une question d'urbanité et donc d'espace commun. Alors, et notamment les espaces extérieurs, où avec peu de moyens, mais quand même une vraie attention, vous avez transformé
l'espace quotidien des gens en Oui. l'ouvrant sur le quartier. Oui, le bailleur au départ se focalise énormément sur les travaux du logement, des parties communes de ces immeubles et laisse travailler le maître d'œuvre sur les espaces extérieurs. Très rapidement, là, on s'est aperçu que l'espace extérieur appartenait aux usagers. Voilà, pas aux bailleurs. Et donc, du coup, je me rappelle avoir fait des séances avec Raphaël où on demandait aux gens ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait pas, leurs contraintes de cheminement par rapport à la circulation pour aller aux écoles, pour aller chez le voisin, etc. Et je leur ai même, je crois que c'est la seule fois, c'est la première fois où je montrais les dessins de Raphaël II pour que petit à petit les gens s'approprient un peu le sens de l'histoire et la vraie volonté de donner une qualité et une reconnaissance à leur lieu de vie. Voilà, très important les espaces extérieurs pour le contrôle social et la mixité. Alors, ça ne va pas dans le sens de l'histoire et de la manière dont le logement social et le logement en général a tendance à être encadré et va être encore plus encadré par les lois et le cadre normatif. Mais je crois que cette opération n'est pas forcément une exception. Et la réhabilitation a au moins pour avantage de montrer que la plus-value que peut apporter une équipe de maîtrise d'œuvre est énorme, un architecte aussi. Et quand tu parles des croquis que tu as pu montrer avant, j'aurais aimé qu'on soit là bien avant. Et au moment où les premières années de rencontres et de diagnostic, on aurait pu avoir aussi un genre de dialogue compétitif ou de marché de définition, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, pour que même plusieurs architectes finissent par arriver à un programme et que ce programme soit du coup validé à plusieurs voix. Voilà. Donc j'ai envie d'aller encore plus loin et de dire qu'il faudra encore que... Là, déjà, c'est exceptionnel que l'architecte soit resté jusqu'au bout, mais il faudrait que les architectes interviennent même en amont dans un espèce de diagnostic actif pour fabriquer le programme ensemble et pérenniser les choix. Alors, je pense qu'il y a aussi quand même une question qui se pose, même si ça paraît un peu périphérique. La vie sociale et culturelle compte énormément dans des lieux comme celui-là. Il y a un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre du Centaure, qui n'est pas loin, qui participe à la vie du quartier. Et il y a eu l'intervention des Robins des Villes. Oui. Hein, pas les Robins des Bois, les Robins des Villes, puisque les Bois ne sont pas loin, ils sont au Calanque. Mais les Robins des Villes ont travaillé avec les enfants, avec les mères de famille, les grands-mères, enfin, parce que c'est vrai que tous ces lieux, c'est quand même, il y a une mixité intergénérationnelle aussi. Et je crois que, enfin moi je l'ai vu aussi au début de ma carrière d'architecte bâtiment de France, j'ai créé des classes patrimoine. Et j'ai passé beaucoup de temps avec des enfants à faire de la pâte à modeler, des trucs comme ça. Et ça me faisait un bien fou. Mais surtout, je voyais à quel point les enfants ont une capacité à transformer leur vie quotidienne. Et ensuite, on touche le reste de la famille. Et c'est pareil pour ce que vous avez fait là en l'occurrence. C'est quand même des lieux où il y a une difficulté sociale, une agressivité, enfin un repliement sur soi. Et donc, le premier cap à franchir, c'est quand même d'arriver à avoir une vraie vie sociale avec toutes les générations. On a développé un processus d'information, concertation, co-construction avec un tas d'actions d'accompagnement parallèles, puisque c'est une population, je vous ai dit, stigmatisée, mais il y avait une vraie opposition locataire-propriétaire ou locataire du privé. Et au fil de l'eau, on a créé des activités avec les Robins des Villes. Le Café Chantier a été un lieu de rencontre où on a parlé des déchets, et de l'aménagement des espaces extérieurs, et ça a intéressé toutes les catégories de population, et on a pu trouver là des sujets de partage et de devenir. Également, on a eu une maison, l'écho du Baou, on a travaillé sur les économies, quelles qu'elles soient, et on a accompagné le montage d'un rucher participatif. Donc on a le miel de la Cayolle qui est nouvellement mis en vente, qui a été fait avec les habitants et le CIQ du quartier. Et on a parlé du Théâtre du Centaure. Il y a également installé des cours de violon à l'école maternelle sur laquelle, bien évidemment, il n'y a aucun enfant de propriétaire qui y va. Et aujourd'hui, cette petite équipe d'enfants du quartier
fait les concerts. Et là aussi, on redonne de la chance. Je dis toujours, les champs des possibles, il faut les développer au maximum. Et que ça soit pour les personnes âgées, que ça soit pour les petits-enfants, c'est bien là un lieu de vie et un lieu de reconnaissance. Alors, il y a quand même, en complément de toute cette action, un travail avec l'ANRU et avec la métropole marseillaise, avec les services de la ville, pour relier ce quartier. Parce qu'on est passé, si vous voulez, de lieux qui étaient des espèces d'isolats durs, avec des espèces comme des forteresses assiégées, à un quartier, effectivement, qu'on traverse. Donc il faut non seulement qu'on traverse l'ensemble Logirem, mais aussi le quartier plus loin. Et donc il y a un projet de cheminement vert qui traverse ce quartier-là, puisqu'on part d'un endroit qui est quand même magnifique, qui s'appelle le parc Borelli, et il y a tout un cheminement qui est proposé par la ville et qui rejoint les calanques. Donc les randonneurs, les gens du quartier peuvent comme ça traverser, passer par là. Et ça change complètement le regard, y compris que les gens ont sur eux-mêmes. Le parc des Calanques, c'est quand même, c'est un parc national, c'est un des plus grands parcs nationaux urbains du monde, le parc national des Calanques. Et c'est donc un lieu exceptionnel qui est à la lisière de la ville, donc qui est de la protection de l'environnement. Là, ce n'est pas de la protection du patrimoine, mais c'est le patrimoine naturel. Et en fait, toute la question, c'est de changer l'image qu'on a des Calanques, puisque les Calanques, il y a 50 ans, c'était l'endroit où il y avait les usines les plus polluantes de Marseille. Et c'était les endroits, les goudes, c'était des lieux de grand banditisme et autres qui étaient à la marge de la ville. Tout ça se transforme. Et là, il y a aussi une action des gens du parc vers les enfants. Et avec le ministère de la Culture, puisqu'on a fait des résidences d'artistes et on fait des démarches participatives aussi pour ouvrir le parc vers la population proche. Et donc l'école de la Caillole est en liaison avec le parc. Donc l'école, c'est aussi deux types de populations différentes, celle des logements sociaux et celle du petit pavillonnaire diffus qui se trouve autour. Donc tout ça est un travail de fond qui est quand même assez exemplaire, qui est loin d'être gagné. On est passé l'autre jour, il y a quand même des traces d'incendie de motos en quantité importante. Mais on sent quand même qu'il y a une vie qui se réinstalle dans tous ces lieux. Le mot de la fin pour Raphaël Second. Aïe. Oui, donc moi j'aimerais souligner la démarche, donc c'est ce que je disais, en espérant que ça puisse se prolonger. Il y a un petit hommage qu'on n'a pas vu, mais je ne sais pas qui passe dans les images, à Fernand Pouillon, parce que le premier à avoir construit sur ce site, c'est lui qui avait construit des grandes voûtes pour accueillir les réfugiés au lendemain de la guerre, qui étaient en partance pour Israël. Ensuite, on a eu toute une diversité de nationalités, de réfugiés qui se sont installés. Et je pense que c'est cette sédimentation-là qui est intéressante. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle continue à opérer, parce qu'en face d'une des résidences, il y a un architecte, un confrère, Jean-Baptiste Pietri, qui a construit un petit ensemble immobilier qui a à peu près les mêmes proportions, qui est très joliment fait. Et finalement, on renvoie en miroir un ensemble résidentiel qui fait qu'on regarde la résidence du Baou aussi autrement. Voilà, parce qu'il y a une espèce de connivence aussi formelle et de volume. Donc c'est aussi dans le même esprit que ce que tu disais. Donc moi je suis aussi vice-présidente des architectes. J'espère que notre présentation donnera envie à tous les maîtres d'ouvrage de faire appel à nous, parce qu'on a tous besoin de travailler avec passion. Et la réhabilitation, c'est un sujet qui est passionnant et qui est de plus en plus important dans les projets qu'on va faire dans le futur. Donc c'est une opportunité pour apporter chaque fois aussi une nouvelle sédimentation à un projet. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on n'a jamais pensé se passer de vous, hein, ne vous inquiétez pas. Merci pour votre présentation. Donc, Monsieur Gondran, vous restez ?
Hein, vous êtes le grand témoin de la première séquence. J'ai demandé à Monsieur Éluyard, on change de région, on change de patrimoine aussi. Allez-y, je vous en prie. Vous avez rénové à Bayonne, l'organisme Habitat Sud-Atlantique, un très grand ensemble d'habitations très emblématiques construit par Marcel Breuer. C'était dans le cadre d'un premier projet de PRU. Et pareil, vous allez nous expliquer en fait la démarche qui a consisté à vous appuyer entre autres sur les qualités de ce bâtiment pour conduire votre rénovation. Et puis vous avez eu quelques sueurs froides et c'est bien aussi de nous parler des difficultés de ce type de projet. Bien, bonjour à tous, merci pour votre accueil. Quelques mots, donc je m'appelle Jean Éluyard, je suis le directeur général d'Habitat Sud-Atlantique et l'Office de l'habitat de la communauté d'agglomération du Pays Basque maintenant. Alors je vais vous parler d'un quartier qui est un quartier important pour nous, qui a fait l'objet d'une grosse mobilisation à l'intérieur des équipes, qui s'appelle la résidence Breuer. Nous sommes à Bayonne, on va peut-être enchaîner. Vous avez la zapette normalement. Ah pardon. Voilà, donc si on plante le décor, nous sommes à Bayonne, rive droite. C'est, je dirais, le grand ensemble collectif du Sud-Aquitaine, après donc la métropole bordelaise. C'est un ensemble de 1103 logements qui se situe sur une crête, sur un sommet, 800 mètres de long, 12 étages, en forme de S, 7 immeubles, avec, vous doutez peut-être, une vue imprenable sur les Pyrénées, puisqu'on est exposé plein sud sur l'ensemble de l'unité. Bon, dans les années 60, c'est le moment où a été réalisé cet ensemble résidentiel. Bayonne connaît un essor démographique important, comme beaucoup d'agglomérations, et l'État fait appel à un architecte de renommée internationale. À l'époque, c'est même André Malraux. En 1964, je crois que Marcel Breuer revient des États-Unis, il ouvre son bureau à Paris, et André Malraux lui dit, voilà, tu vas construire, donc vous allez construire une ville nouvelle, c'était l'ambition de l'époque, à Bayonne. Et donc quand il vient, d'abord il observe l'ensemble, et il va reprendre un certain nombre de principes, qui sont ceux d'ailleurs qu'a repris et qu'avait utilisé Le Corbusier, avec des logements duplex, des systèmes d'accès par des systèmes centraux de batteries d'ascenseurs, et puis de longs couloirs, on va le voir tout à l'heure. Donc on est bien dans cet esprit-là. L'ensemble résidentiel connaît les différentes évolutions de population qu'ont connu beaucoup de collègues et de sites, avec une population qui part plutôt vers de l'accession à la propriété, en périphérie de l'agglomération, et puis arrivent d'autres populations plus récemment. L'ensemble résidentiel ne connaît quasiment pas d'évolution jusque dans les années 80, où il y a une première intervention dans le cadre des opérations DSQ, on a tous connu des fameux DSQ, et qui modifie un petit peu l'aspect quand même d'origine de l'ensemble. Et sans plus tarder, je vais aller directement. Et donc en 2005, on réfléchit à l'époque avec la mairie, et le député maire de l'époque était Jean Grenet, il dit il faut qu'on fasse une intervention et d'ensemble sur ce quartier-là. Ce que je vais développer, enfin j'y viendrai à la fin, ça porte essentiellement sur le bâti, mais vous verrez, il y a toute une série d'opérations sur, bien sûr, les espaces publics, les équipements et les services. Donc le choix s'est vraiment posé à l'époque, faut-il démolir, faut-il préserver? Le choix a été fait donc de ne pas démolir, puisque ce que vous voyez là, c'est aujourd'hui le fonctionnement actuel de la résidence. Alors pourquoi? On m'a demandé, Madame Semery m'a demandé d'aborder cette question-là. Je résumerai les éléments principaux du choix. D'abord, ils ont été d'ordre technique pour certains. On avait là un bâti qui est un bâti qui a un bon état structurel, qui a bien vécu finalement. On a un système de logement très intéressant. C'est des logements en duplex, des logements traversants, avec de belles superficies de logement. Vous avez par exemple des T3 qui font 68 mètres carrés, des T5 à 98 mètres carrés. Des fois, on a du mal aujourd'hui de reproduire ces normes-là. Et puis un chauffage collectif. Ça a l'air de rien, mais pour beaucoup de locataires, c'est un élément extrêmement fort. Au niveau des charges, on a effectivement des charges qui sont réduites par une production collective de chauffage. Et puis des raisons, je dirais, plus politiques cette fois-ci. Première, c'est une difficulté, si on démolissait, à reconstituer la totalité de ces logements sociaux sur les communes, notamment les communes voisines de l'agglo, avec une certaine, on va dire un certain égoïsme quand même, qui existe aussi chez nous, alors que là, Bayonne est la seule commune d'ailleurs qui a plus de 25% de logements sociaux de l'agglomération. Et donc, face à ces éléments-là, le choix a été de dire
non seulement on va conserver, mais on va essayer de le remettre dans l'esprit de ce qu'a fait Marcel Breuer à l'époque. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc on a cherché à valoriser les qualités de cet ensemble par un haut niveau d'intervention. Alors, il y a eu un grand débat. Premier gros débat, ça a été les façades. Les façades, vous voyez, on est sur des systèmes donc, en béton précontraint, avec des plaques préfabriquées qui sont ramenées sur la façade. Là, il y a un vrai débat avec les architectes, notamment l'architecte des bâtiments de France, sur la question des fermetures, des occultations. Alors, c'est un débat qui a pris quand même une bonne année. On n'était pas forcément d'accord au début. Je rappelle que quand Marcel Breuer conçoit l'immeuble, l'ensemble résidentiel, il vient des États-Unis. Et aux États-Unis, les occultations sur l'intérieur se font par des rideaux opacifiants. Il n'y a pas donc de fermeture. Sauf qu'à l'époque, dans le DSQ, nos prédécesseurs avaient déjà installé un système de persiennes à lamelles qui n'avait pas très bien évolué, elles étaient en bois. Et la question s'est posée de dire, il faut qu'on les dépose, elles ne tiennent plus. Il y en a beaucoup qui étaient en mauvais état. Faut-il les remplacer ou pas? Et là, je dois dire qu'on a progressé parce qu'à l'époque, notamment, on s'est adjoint les ressources d'un façadier, Arnaud de Bussière, qui est intervenu. C'est une personne qui avait étudié aussi des œuvres monumentales dans plusieurs villes de France, qui connaissait bien donc l'œuvre de Marcel Breuer. Et puis finalement, eh bien, vous verrez, on s'est mis d'accord sur voilà les façades, donc juste pour vous montrer avant, avant travaux. Et vous les voyez donc après les travaux. Donc deux choses, la teinte a été reprise, c'est-à-dire qu'on n'a quand même pas laissé le béton brut d'origine. Il a été effectivement enduit dans une couleur beaucoup plus claire, dans une couleur qui garde la lumière, qui la renvoie, on le voit de loin d'ailleurs. Et puis il y a eu surtout le système de couleurs dans le système d'occultation. Alors on a opté pour des occultations qui sont des occultations en alu, repliables. C'est d'ailleurs une entreprise marseillaise, je dois le dire, qui a été à l'époque, qui a construit même un banc de production spécial. Il y avait quand même 5000 fenêtres à changer, donc c'était effectivement un marché extrêmement important pour eux. Et vous avez là-dessus 16 teintes différentes dans les couleurs. Alors ça paraît pas, mais vous avez un jeu de lumière assez intéressant qui fait que ça a permis notamment de faire en sorte que les Bayonnais et les gens qui passent redécouvrent complètement l'œuvre de Marcel Breuer. Voilà de l'autre côté, là on est côté nord, vous voyez, je dis on est nord-sud. Juste pour vous montrer, donc en cours de travaux, on avait un vrai problème. L'espace public, même les voitures, arrivaient quasiment contre l'immeuble. Et la deuxième grande idée, c'était on va redonner, on va alléger un petit peu, notamment le pied d'immeuble, qui avait été construit avec des grandes ouvertures, voire des passages, et qui avait été regarni au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'était pendant les travaux. Donc vous allez voir gros travail sur l'espace public, notamment, petit détail, mais qui avait son importance. Dans les rez-de-chaussée, on avait, comme beaucoup de bailleurs, des problèmes de sécurité, avec des mises à feu régulières de 2 roues qui étaient sous l'immeuble. Alors imaginez un petit peu la responsabilité, puisque s'il y a un pépin, vous avez un immeuble de 12 étages avec des milliers de personnes. Et donc le choix a été fait là de gérer sur l'espace public avec la ville, puisque c'est la ville qui a la domanialité et qui a géré l'ensemble d'aménagements, des espaces dédiés aux 2 roues. Ça a permis dans un premier temps de faire le ménage d'ailleurs qui a réellement des 2 roues et de réattribuer des unités d'accès sécurisées avec un badge individuel à un système de 2 roues. Et donc ça a permis d'évoluer sur ce qu'on va voir. Bon, ça c'est juste un aperçu du traitement en espace pied d'immeuble. Donc on a reculé effectivement l'ensemble des voiries et des stationnements. Et puis surtout, vous voyez, vous avez des coursives avant travaux. Alors le principe de la coursive, on le retrouve aussi dans l'œuvre de Marcel Breuer sur plusieurs de ses réalisations, y compris sur Flaine, puisque c'est lui qui a fait aussi la station de Flaine par exemple. Et là, on s'est redonné, vous voyez, c'était occupé, il y avait toute une série. Et donc, pendant les travaux, le but a été de réouvrir et de retrouver des transparences en rez-de-chaussée d'immeubles entre le nord et le sud. Voilà un commerce, par exemple, aussi. Voilà le commerce après travaux, puisqu'il a fallu, ça a permis de réimplanter également des pôles de services et des pôles commerciaux sur ce rez-de-chaussée. Voilà une vue des halls avant les travaux. Voilà après les travaux. Vous avez quelque chose qui est complètement traversant, qui est très lumineux, double hauteur. Donc on a cassé, on a retrouvé la double hauteur, ce qui à l'échelle redonne aussi en pied d'immeuble quelque chose qui est beaucoup plus à l'échelle aussi de ce bâtiment, donc de 12 étages. Chaque hall est identifié par un système de couleurs. Vous voyez, on retrouve la réponse des volets de couleurs avec les entrées, les halls d'immeubles. Voilà effectivement un hall après travaux. C'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa. Et dans chacun des halls, on ne le voit pas, enfin en tout cas vous le distinguez peut-être au bout.
vous retrouvez également la présence des gardiens qui sont présents par des permanences tous les jours sur l'ensemble. Voilà juste un palier d'étage en travaux. On retrouve tout à fait le style avec des petites mosaïques et tout. Et voici la même chose, le palier, avec une ouverture complète. Alors les fameuses grandes coursives, vous les avez. Et puis beaucoup plus de lumière qui apporte aussi des éléments de sécurité. On a travaillé bien sûr l'isolation phonique. Voilà. Alors dernière chose, puisque j'ai peu de temps, je suis dans les temps, Mme Semri. Vous êtes dans les temps. Alors ça va. On a fait un travail également sur les appartements, puisque un des aspects de la convention en rue, parce que tout ça se passe dans le cadre effectivement d'une convention qu'on a signée avec l'ANRU, et des travaux qui sont déroulés sur 5 ans. Sur 5 ans, on faisait 500 logements par an à peu près. Donc il fallait vraiment pas traîner. Grosse logistique, mais un des aspects était de réattirer une population un petit peu différente. Faire en sorte que dans le peuplement, l'objectif c'était que 30% des 300 logements sur les 1100 logements, eh bien, on puisse faire venir des gens qui n'étaient pas que sous critères ou transferts sociaux, mais qui soient aussi des gens qui avaient des revenus issus du travail, des gens aussi qui ramènent des familles, parce qu'on avait un vieillissement de la population, et pour regarnir l'école, permettre à toutes les structures existantes dans les quartiers de vivre de manière plus sympathique. Et donc on s'est dit, on va faire un travail de cas par cas sur certains logements. Donc sur 200 logements sur les 300, on a fait du cousu humain quasiment. On a repris les gens, tout en gardant la structure des logements de Breuer, ils ont eu la possibilité, sur des options, d'opter pour des aménagements. Alors par exemple là, on l'illustre. Alors ça, c'était l'appartement témoin qui permettait de recevoir aussi nos locataires. Et avant qu'ils choisissent, on leur faisait visiter donc l'appartement. L'exemple, vous êtes tout à fait là sur la structure de Breuer. Vous voyez donc l'escalier là montant. On a simplement abattu un des murs qui opacifiait cette cage escalier pour redonner de la lumière. Et simplement, on a abattu la cloison entre la cuisine et puis la salle de séjour. Donc vous voyez automatiquement, on a des entrées de lumière partout, plein sud, quelque chose qui est effectivement très agréable. Voilà une autre vue effectivement de l'appartement. Appartement duplex, là vous avez la partie jour. Dessous, vous avez également la partie nuit de l'appartement. Voilà, pour ceux qui veulent, il n'y en a plus maintenant, ils ont été attribués, mais ça peut vous donner des regrets. Pour terminer, dernier clin d'œil, vous avez là une dernière photo de Marcel Breuer, quand il a effectivement terminé. Et donc ces photos sont reprises également dans les portes de bout de résidence. Et un petit clin d'œil, donc en disant au revoir à Marcel Breuer. Juste une question avant que je fasse un petit topo sur les monuments historiques qui sont des logements. Quelle était l'équipe d'architectes qui travaille avec vous pour cette Alors affaire? l'équipe d'architectes, elle est double. Une équipe locale, on avait le cabinet ACTA, qui est un cabinet de Pau, et qui a été complété par une intervention de Flint Architecture, qui est un cabinet bordelais. Ah oui, je les connais, oui. Vous les connaissez, parce qu'ils sont intervenus sur comme ça, des grands ensembles. Et c'est vrai qu'ils ont apporté un petit peu leur vision, notamment sur les halls. On a beaucoup travaillé avec eux sur la requalification des halls. Très intéressant d'ailleurs comme apport. Voilà, alors sans me faire le relais de Madame la vice-présidente de l'Ordre, c'est vrai que ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il y a un travail de réflexion en commun, notamment pour les réhabilitations, avec des équipes d'architectes et de maîtrise d'œuvre d'une manière générale, sachant que bien sûr le rôle du maître d'ouvrage est toujours évidemment essentiel aussi pour mettre en place tout ce qui convient. Ce qui m'a paru très intéressant dans cette opération, c'est que là on est évidemment devant un monument historique en quelque sorte, même s'il n'est pas tout à fait, je ne crois pas qu'il soit protégé, il est label 20e. Hein, label architecture contemporaine remarquable, et voilà. avant ça on avait patrimoine du XXe siècle. Voilà, c'est ça. Alors en fait, Marcel Breuer, il a une œuvre relativement réduite en France, mais elle est pratiquement aux 2/3 protégée au titre des monuments historiques, et le reste elle est labellisée. On a parlé de Flaine, mais on a surtout le premier projet qu'il a fait venir à Paris, c'est l'UNESCO. Hein, tout à fait. Et dans les années 55 à 60. Et c'est là qu'en effet André Malraux, qui est quand même un de nos grands anciens, et à l'époque, en fait, il y avait au sein de l'État, j'allais dire un lobby, pas exactement, mais il y avait une présence des architectes qui était très forte et qui n'hésitait pas aussi, et de maîtrise d'ouvrage éclairée, comme Malraux et ses collègues, qui allaient chercher, y compris de très grands architectes, mais qui sont des architectes qui ont marqué la France
avec les générations d'étudiants en architecture et de jeunes architectes qui ont pris la suite. Et ça, c'est évidemment une chance qu'on ait eu d'avoir quelques-uns de ces architectes américains. Il y en avait un à l'école d'architecture de Marseille qui était Nelson, par exemple, qui a été enseignant un certain temps. Et tout ça donne une émulation quand même. Alors, ce qui me paraissait extrêmement intéressant dans la démarche que vous avez faite, c'est qu'en effet, il y a l'ANRU, puis il y a ce dialogue avec la DRAC, en fait, avec l'architecte des bâtiments de France, avec les gens qui s'occupent du patrimoine du XXe, et qui, évidemment, ont une vision qui est quand même... C'est pas tout à fait la même culture d'entreprise, si je puis Je dire. confirme, c'est pas la même culture Voilà. du tout. Alors, moi, ce que j'ai retenu, parce que j'ai un petit peu parlé avec mes collègues de là-bas, moi, j'ai été à DRAC de Bordeaux quelque temps, voilà, absolument. Et c'est que on passe vite... sur un plan technique, c'est-à-dire ce qui fait qu'on se réconcilie les uns avec les autres, c'est qu'on discute pour trouver des solutions techniques. Et là, on voit bien que la question des couleurs, la question de la restauration, transformation, puisque vous savez que quand on intervient sur un bâtiment qu'on réhabilite, on trahit un petit peu l'œuvre, mais pas trop. Il s'agit donc de discuter de ce qui va être possible de faire ou pas. Et là, ça passe aussi par des savoir-faire d'entreprises plus ou moins grosses, et souvent on a là des PME. Il se trouve que j'ai visité leur atelier, les menuisiers marseillais qui ont fait cette affaire-là. Ils se sont cassés la tête à un point assez exceptionnel, parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait du sur-mesure. Voilà, ils nous ont fait. Examen. Hein, et ils m'ont raconté le truc, j'ai tout de suite fait le lien avec, quand j'ai vu arriver les photos de votre bâtiment, puis je me dis, bah oui, bien sûr, je le connais ce bâtiment, je suis allé à Bayonne, je vois où il est. Et en fait, leur souci, c'était de répondre à des questions non résolues. Comment on trouve une solution acceptable pour les volets, pour l'occultation. Comme vous le disiez, on n'a pas la tradition en France de fermer on met pas des rideaux. C'est pas dans notre voilà. Donc la question des petits volets qui devaient se replier, parce que l'option classique là, ça aurait été de trouver du PVC et de trouver un modèle qui se rabatte, vous savez, en plastique, voilà, sur les côtés. Bon, c'était pas très digne de Breuer. Alors là, évidemment, l'architecte des bâtiments de France, la DRAC et tout ça. Là, ils pouvaient pas, il fallait leur passer sur le corps, hein, c'était pas possible. Mais vous avez eu vraiment, je pense, beaucoup de mérite de trouver la solution avec un artisan, qui est un PME, qui a trouvé un truc acceptable. Et d'ailleurs, pour les architectes des bâtiments de France, si on veut les séduire, bon, c'est souvent par bonjour, c'est souvent par ce biais un petit peu subtil de trouver une solution technique. Et là, on arrive à se réconcilier. Bon, moi, je dois dire aussi que ce qui m'a beaucoup plu aussi dans votre travail, c'est qu'à un certain moment, comme pour le cas précédent, on travaille avec la ville et on résout la question des espaces extérieurs. On voit bien que les espaces extérieurs, c'est absolument essentiel, que la valeur d'usage de ces grands logements sociaux qui peuvent paraître inadaptés à notre vie quotidienne. Bon, l'idéal, c'est la petite maison dans la prairie. Voilà. Là, on a la vue vers les Pyrénées, on sait garer sa voiture et on a des espaces communs à réinventer. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée, on pourrait y passer des heures, mais il nous faudrait un autre cadre, un autre temps. Mais vraiment, merci beaucoup. Alors, avant de passer à la présentation des projets, des incubations d'architectes de la transformation, on va faire une petite page de publicité. Victor, si tu veux bien. D'abord, pour vous présenter un ouvrage que nous sortons aux éditions Muséo pour valoriser la qualité architecturale des projets des logements sociaux. Il est à la librairie du Congrès, si vous ne l'avez pas encore vu. Il sort aujourd'hui à la librairie. Il y aura un exemplaire par organisme, mais voilà. Et il sera par ailleurs, vous pourrez le découvrir en librairie. Victor, est-ce que tu peux mettre l'autre présentation ? Voilà. Il ressemble à ça.
Voilà. Quelques exemples, architecture 20e, patrimoine alturant, c'est juste pour vous donner envie. Et j'en profite pour remettre un exemplaire à Madame Second, donc membre de l'ordre régional. Et je passe tout de suite la parole au PUCA, puisque nous lançons, il lance en partenariat avec l'USH un nouveau volet REA qui concerne aussi, entre autres, le patrimoine du XXe siècle. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui pour effectivement vous annoncer le lancement d'une 3e session du programme REA, qui est donc un programme qui est opéré par le plan urbanisme, construction, architecture depuis une petite dizaine d'années maintenant, qui a concerné jusqu'à présent 12 opérations et qui est donc un programme d'expérimentation, je dirais presque à l'ancienne. On parlait de la manière dont les architectes étaient autrefois mieux considérés pour le ministère de l'équipement devenu écologie. Eh bien, le PUCA continue de faire des programmes d'expérimentation et ceux-ci se font toujours avec le mouvement HLM et en particulier l'Union sociale pour l'habitat. Et donc aujourd'hui, on est très heureux de vous annoncer le lancement d'un nouvel appel à candidature auprès des bailleurs pour identifier de nouveaux sites support d'opérations. Ces opérations seront donc dédiées à la requalification lourde de logements sociaux. Que signifie cette requalification lourde ou réhabilitation lourde et à quoi sert ce programme REA? Il a servi jusqu'à maintenant à proposer des opérations plus ambitieuses que la seule rénovation énergétique et en même temps permettant de maintenir à la fois une partie du bâtiment ou en tout cas sa structure sur le terrain, donc la densité qui préexistait sur le terrain, au moins la densité préexistante, et également les locataires, évidemment, qui sont présents sur le site au démarrage du chantier. Et donc, il a montré quand même des qualités et des performances, à la fois du point de vue environnemental, puisque ne pas démolir pour reconstruire, c'est quand même économiser de la ressource, c'est donc un bilan carbone très positif, et maintenir sur place des populations qui peuvent être des populations fragiles, dans des centres-villes souvent qui se sont développés avec d'autres formes d'habitat. Ça permet aussi de maintenir évidemment une population fragile socialement sur le terrain. Et puis donc l'ambition de ce programme, et ce sera toujours, de développer de la requalification lourde, c'est-à-dire réinventer complètement les espaces de vie, requalifier les usages de ces logements qui sont des petits quartiers, des petits ensembles de logements sociaux un peu isolés de quelques bâtiments, petites tours, petits bars en général, et un peu isolés dans leur territoire urbain, de les recomposer spatialement avec l'aide d'un programme qui permet un appui au recrutement d'une équipe de conception-réalisation qui laisse une large place à la qualité architecturale et un suivi, ce qu'on appelle nous au PUCA l'effet programme, un suivi de plusieurs opérations simultanément qui répondent un peu aux mêmes objectifs et donc un suivi d'experts pour l'ensemble des bailleurs concernés par le programme. Donc cette nouvelle session du programme REA qu'on lance aujourd'hui avec l'USH, elle va porter en particulier le regard sur trois nouveaux axes de conception qui seront donc décrits dans un cahier des charges qui devrait être publié dans les prochains jours, a priori dans le mois qui vient. Et ces trois axes nouveaux, au-delà de la question de la performance environnementale et énergétique qui était déjà assez présente dans les programmes précédents, sont les suivants. La capacité à rendre les logements plus flexibles ou réversibles, notamment pour les changements d'usage ou des changements de configuration de logement, qui est une demande forte des bailleurs et donc sur lesquels on attend des concepteurs et des équipes de conception-réalisation des propositions innovantes. Deuxième axe, de s'inscrire dans des stratégies de développement local au sens de la mobilisation du savoir-faire local, des ressources en matériaux, des entreprises, et donc de s'ancrer un peu dans le territoire en proposant des solutions qui sont un peu plus territorialisées, on va dire, au regard des besoins des locataires de ces parcs de logements, mais aussi des collectivités concernées. Et puis troisième axe important de ce nouveau programme, ça va être l'intégration et la participation des habitants, puisqu'on a la chance d'être dans des
dans des ensembles de logements habités, et donc avec évidemment des opérations, quand elles sont lourdes, à tiroir, avec des relogements transitoires, mais en tout cas, on connaît déjà a priori une grande partie des locataires futurs, et donc l'idée est d'arriver à trouver des dispositifs un peu innovants de participation des habitants au projet, y compris peut-être avec l'aide du BIM, qui devient une obligation dans nos cahiers des charges, de participation à la conception même des espaces et du projet. Voilà un peu quels seront les 3 grands axes, et sur les objectifs un peu transversaux du programme qui restent finalement les mêmes que ceux des sessions précédentes. Il y a l'idée de pouvoir éventuellement densifier sur la parcelle, parce que ce sont des petites emprises en général dont le foncier est intégralement celui du bailleur, qui permettent d'équilibrer des opérations qui peuvent être coûteuses en ajoutant des mètres carrés supplémentaires, éventuellement en densifiant sur la parcelle quand c'est possible et quand le site s'y prête. Par des mètres carrés nouveaux sur le même quartier. Et donc on arrive à des opérations qui sont à la fois complexes et hybrides, mais qui sont des opérations d'une ambition toute différente de la pure rénovation, ou la basique rénovation, j'allais dire, énergétique, qui bénéficie aujourd'hui des aides de l'État. Juste un enseignement du programme REA jusqu'à présent. Évidemment, ça crée des surcoûts importants, ces opérations plus ambitieuses. On a obtenu, grâce au soutien de la Caisse des dépôts, qui fait partie du tour de table du programme, la création il y a quelques années d'un prêt spécifique pour ces opérations, qui est le PAM 35, qui permet d'étendre sur 35 ans les prêts à la rénovation, et donc de prendre en charge un certain nombre de ces surcoûts, au bénéfice évidemment de la qualité et de la pérennité des logements requalifiés. Merci beaucoup, donc Hélène Peskin, secrétaire générale du PUCA. On reviendra vers vous pour avoir des opérations test. Et voilà, c'était l'occasion de partager ce lancement. Merci également au ministère de la Culture de nous avoir accompagnés et d'avoir participé sur cette première question de l'architecture du 20e, labellisée ou non labellisée. Et puis maintenant, on va changer de présentation. Et je vais demander à Marianne Delachaume de bien vouloir me rejoindre. Voilà, alors c'est la deuxième session de l'appel à projet architecture de la transformation. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Je suis ravie d'introduire avec toi cette séquence donc, dédiée au second appel à projet de Lab Architecture de la Transformation. Avant de passer la parole aux 5 équipes lauréates, je vais dire quelques mots sur l'appel à projet. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante ? Donc très rapidement, en fait, quel est le point de départ de l'appel à projet architecture de la transformation ? Le point de départ, c'est vraiment le constat que le logement social intermédiaire fait face à des profondes mutations liées aux évolutions démographiques, à la prise de conscience des enjeux environnementaux, au développement du numérique, et que pour faire face à ce changement de paradigme, il y a vraiment une nécessité de renouveler l'approche et d'apporter des nouvelles réponses, qu'elles soient architecturales, techniques, organisationnelles, à ces enjeux. Et donc, ce que propose le Lab Archi, c'est d'apporter un cadre d'expérimentation innovant pour développer des solutions au service du logement social et intermédiaire. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une première édition en 2016. J'ai aperçu d'ailleurs un bailleur qui était lauréat de cette première édition, dont la thématique était l'évolutivité du logement et la mutabilité des bâtiments. Et nous avons lancé donc l'année dernière à Strasbourg une deuxième édition de cet appel à projet sur la thématique de l'ancrage territorial du logement social et de comment le bailleur peut vraiment renforcer ses liens avec son environnement local. Donc les 5 projets qui vont vous être présentés illustrent cette dynamique-là d'interaction. Peut-être juste vous dire quelques mots sur qu'est-ce qui caractérise l'appel à projet architecture de la transformation. Il y a vraiment 3 mots-clés. Le premier mot, c'est la pluridisciplinarité. C'est vraiment un prérequis qu'on demande aux équipes quand elles candidatent à l'appel à projet, c'est d'arriver avec une équipe constituée avec bien sûr le bailleur au centre, mais aussi l'architecte ou une école d'architecture, des startups, des entreprises. On croit beaucoup à cette dimension de regard croisé pour une innovation qui soit la plus ouverte possible, donc pluridisciplinaire. Le deuxième mot-clé, c'est l'incubation, l'expérimentation. Ce qu'on demande aux bailleurs lauréats, c'est pendant 8 mois, donc c'est un temps assez court, d'expérimenter, de tester leurs solutions avec des prototypes sur des terrains très concrets et toujours avec vraiment un fil rouge qui nous guide en mettant l'habitant,
l'usager au cœur de la solution et il s'agit bien d'avoir une réponse qui convienne à l'habitant et à l'usager du logement. Donc deuxième mot, c'est l'incubation. Et le troisième mot-clé, c'est la généralisation, puisque vraiment notre souhait, c'est pas juste d'incuber des beaux projets pendant quelques mois, c'est qu'ensuite les solutions, si elles sont probantes, elles puissent être appropriées par d'autres bailleurs et donc elles puissent s'essaimer plus largement. Et donc tous les bailleurs qui sont lauréats travaillent d'arrache-pied à la formalisation de livrables qui sont d'une très grande qualité, que je vous encourage à aller voir, qui vont être disponibles notamment sur le site du Lab CDC. Ils sont disponibles gratuitement avec vraiment cette idée que ce soit des relais pour d'autres bailleurs pour qu'ils puissent s'approprier les solutions. Je termine sur les grandes séquences de cet appel à projet. Donc, je vous le disais, on l'a lancé à Strasbourg l'année dernière. Il y a une première phase de présélection en février avec 11 projets. Les 11 projets présélectionnés ont bénéficié d'une phase d'approfondissement pendant laquelle on a fait un atelier d'innovation ouverte. C'est un point fort pour nous, avec 70 étudiants d'horizons très différents. Donc c'est un atelier qu'on a appelé le Hack-Archi, que vous allez voir en image dans quelques secondes. Et puis ensuite, on a eu le jury début mai qui a du coup sélectionné 5 projets que vous allez là aussi voir dans quelques secondes. L'idée, c'est que ces projets qui sont vraiment en pleine expérimentation, elles vont vous présenter un point d'étape. La fin de leur voyage dans l'incubation, c'est au mois de janvier, avec vraiment la ligne d'arrivée des expérimentations. Alors les lauréats, ils sont 5, ils sont en nombre 5. Je commence par le Nord, le groupe SIA, vous le verrez tout à l'heure. Plurial Novilia, qui travaille sur l'impression 3D. L'Office de Firmini, qui a aussi une problématique de patrimoine 20e. Le COL, qui est sur la question du participatif autour d'un éco-hameau. Et enfin à Nantes, Nantes Métropole Habitat, sur l'implantation de cerfs sur le toit pour générer de nouveaux usages et de l'énergie. SIA travaille sur, je ne l'ai pas dit, sur les cités minières avec tout un tas de problématiques. C'est un projet qui est mené de manière partenariale. On retrouve le ministère de la Culture, on retrouve le PUCA, on retrouve d'autres ministères. Et puis, ce sont des appuis qui sont extrêmement utiles. Ce sont des soutiens à la fois financiers, mais qui peuvent être aussi des soutiens techniques, des apports de compétences. Et pour mener des projets expérimentaux, c'est extrêmement précieux. Voilà, donc ils sont à nos côtés. Et d'ailleurs, il y en a certains qui sont dans la salle. Le Hack-Archi, inventer les logements sociaux de demain, c'est un temps fort qui a eu lieu en mars dernier, donc qui regroupait des étudiants en architecture qui ont planché avec les équipes pour leur donner des idées, pour leur donner des solutions. Et je vais lancer tout de suite avec donc Victor la vidéo du Hack-Archi. Et juste après, vous aurez la première présentation donc d'une incubation en cours. Et on vous propose aujourd'hui des travaux en cours. Donc, une des grandes étapes, ça a été ce Hack-Archi. On vous le montre en image et tout de suite, on passe la parole au COL.
télécommande, on va s'asseoir. Ouais. Bon, allez. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement parce que j'ai 7 minutes on a 7 minutes avec Stéphane pour faire la présentation de notre projet. Donc, le COL est une société coopérative qui est basée à Anglette, donc une coopérative du Pays Basque et qui travaille sur donc toute l'Aquitaine, spécialisée dans l'accession sociale à la propriété. Nous avons également un métier de bailleur social et un métier qu'on essaye de développer qui est le métier d'aménageur. Donc, en ce qui nous concerne, on a beaucoup planché un peu sur la notion d'opération d'aménagement, qu'on a souhaité une réflexion à différentes échelles, hein, donc à des échelles de grandes villes, de villes moyennes, voire même de villages. Et là, on va voir une expérimentation sur un village qui est à une trentaine de minutes de Bordeaux, qui s'appelle Ox, un village de 800 habitants. Alors, on est parti d'abord d'un constat qu'on voit un peu aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de projets qu'on vient presque imposer, soit dans un village ou soit dans un quartier, avec du coup une forte résistance des riverains, voire même des gens du village, et donc une hausse des recours sur les permis de construire. De la même manière, tous les projets ne sont pas comme ça, mais on a de plus en plus des projets avec des formes urbaines qui ne sont pas forcément très désirables et consommatrices de foncier. On voit des lotissements avec une consommation de foncier extrêmement importante. Une grande difficulté, en tout cas, pour pouvoir toucher notre public, hein, le COL, donc quand on fait l'accession à la propriété, nos clients ont entre 1 et 3 SMIC en règle générale. Donc on a beaucoup de mal à pouvoir raisonner en coût global et à intégrer un certain nombre de principes, notamment au niveau énergétique, au niveau l'emploi de matériaux écologiques, de matériaux écologiques. Voilà. On voit également pas mal de projets sur lesquels malheureusement le besoin des habitants n'est pas forcément au rendez-vous, et une demande de plus en plus importante de participation de la part de nos concitoyens. Alors on s'est dit que face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir une nouvelle approche des opérations d'aménagement où on remet vraiment le citoyen, l'humain en fait au cœur du système, en s'appuyant sur un certain nombre de sujets qu'on a testés depuis quelques temps. Donc on a créé ce qu'on appelle un organisme de foncier solidaire. En 7 minutes, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ce qu'est ce dispositif, mais il s'agit d'un dispositif de dissociation du bâti et du foncier qui va nous permettre, dans la mesure où la charge foncière est lissée dans le temps, de pouvoir intégrer des surcoûts et notamment qui vont nous permettre de passer le cap de la transition énergétique, parce que justement le foncier n'est plus un vrai problème pour toujours correspondre aux besoins de nos financiers, enfin économiques de nos clients. Nous avons également une bonne expérience maintenant de l'habitat participatif, et donc on pense qu'il va falloir de plus en plus tenir compte notamment des riverains, mais également à l'échelle d'un village, de l'ensemble des habitants des villages, et comment faire qu'il y ait entre le futur projet et le village des interactions qui soient du plus pour tout le monde. Et enfin, le fait coopératif, là aussi je n'ai pas le temps de m'étendre, mais grosso modo on a travaillé sur tout ce qui peut favoriser les solidarités et les liens entre les habitants. Voilà, et tout ça étant basé sur la notion de coproduction de projets. Tout à l'heure, il y avait un architecte qui disait que l'architecte intervenait probablement un peu tard dans les projets. Là, l'idée, c'est vraiment de partir dès le départ en coproduction de projets avec la collectivité, les architectes, les bureaux d'études, l'ensemble des parties prenantes techniques, en tout cas, les paysagistes, etc., pour
casser un peu les systèmes un peu par silo que l'on voit souvent. Donc une participation élargie au village et au quartier, et le portage du foncier par le foncier solidaire. Le principe, notamment, c'est d'essayer d'avoir un travail avec la collectivité en ne s'interdisant pas grand-chose. C'est-à-dire qu'au départ, on part de le projet idéal pour la collectivité, et on chemine ensemble par des itérations, en fait. On chemine ensemble, en fait, par des itérations de manière à savoir entre l'idéal et le possible, comment on peut avoir un projet qui puisse fonctionner. Donc actuellement, nous avons lancé à Aux une grande campagne de communication pour justement inviter Aux est un village de 800 habitants, pour inviter l'ensemble des habitants du village et les futurs habitants du projet à participer à la première réunion de lancement. Et je vais passer la parole à Stéphane. Il te reste... Les dernières 50 secondes. Alors, bon, la rencontre, c'est l'horizontalité avec l'ensemble des partenaires, et notamment les usagers, les riverains, les citoyens et les futurs habitants. Merci. Ce qui est très important, c'est que le groupe n'est pas constitué pour ce qui est des futurs habitants au préalable, mais qu'ils sont réunis et qu'ils s'organisent sur un site. Et il y a vraiment une construction sociale qui est préalable à la construction architecturale, qui vient ensuite envelopper l'espace social et supporter, servir les usages et la participation et la vie. Et pour ce faire, il faut une méthode spécifique avec l'établissement d'une structure qui vient répondre, donc c'est le même schéma qu'avant, intégrant les structures, circulation, fluide, terrasse, etc. Et puis ensuite la peau, enfin il y a toute une série de prémices à mettre en place, et ensuite à l'intérieur de ce système viennent les programmes spécifiques des habitants, et ensuite voilà l'application à la démarche d'Aux. Enfin, c'est une hypothèse d'application. Vous avez des schémas qui peuvent exprimer justement ce système qui vient ensuite, qui est très générique si vous voulez, qui vient accueillir ensuite le programme. Merci. Non, c'était parfait, le timing. J'invite Firmini. C'est Nantes qui apparaît. Ah, c'est Nantes, pardon, excusez-moi. Excuse-moi. Ok. Et j'ai la zapette ou pas Oui. D'accord, ça marche. Merci. Oui. Alors. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Luc Stéphane, donc, directeur innovation à Nantes Métropole Habitat. Nantes Métropole Habitat, c'est l'office de la métropole nantaise. Donc on a 25 000 logements. Et on va vous présenter un projet qui est au croisement de la transition énergétique qui est engagée dans la ville de Nantes, notamment sur la question des toitures, puisque la métropole a fait un vœu d'avoir 100% de toitures utilisables dans une vingtaine d'années. C'est-à-dire... Et puis également aux confins de la question sociale, puisqu'on intervient dans un quartier qui est un quartier qui va partir en rénovation. On a signé la convention avec l'ANRU lundi dernier, donc c'est tout récent. Et donc ce projet est un peu une avant-première pour donner envie aux habitants de ce quartier de Nantes-Nord d'avoir des lieux un peu collectifs sur ce secteur-là. Donc c'est un projet qui s'appelle Symbiose, qui est la symbiose entre en fait la question de la transition énergétique, et on va poser tout simplement une serre sur la toiture existante, une serre pour récupérer de la chaleur, et pour pouvoir stocker, préchauffer l'eau chaude sanitaire du bâtiment. Donc c'est un projet qui est à l'origine a été élaboré par une start-up qui dépend de l'Institut français, alors ça s'appelle Livestar, je ne sais plus tout exactement l'acronyme, mais c'est sur les réseaux et la ville, qui est à Nantes. Donc une équipe d'ingénieurs qui travaille sur l'intelligence artificielle et donc sur le fait qu'on puisse utiliser la météo prédictive et pour réguler la température dans les serres. Au départ, c'est les serres agricoles.
Et donc l'idée, c'est d'en poser une sur un toit et donc de pouvoir améliorer comme ça la rentabilité de la serre pour pouvoir préchauffer de l'eau. Et ce qui nous a paru intéressant, c'est également de voir que ce projet-là peut être un lieu, offrir un espace nouveau aux habitants de ces bâtiments pour pouvoir investir ce lieu-là et en faire un projet collectif. Donc techniquement, rapidement, on voit une serre, une pompe à chaleur RO, un ballon de stockage situé dans le bâtiment et ensuite un échangeur thermique. Donc c'est relativement simple comme technologie. Après, tous les embêtements commencent, c'est quand il faut faire l'interface avec l'existant. Donc choisir un immeuble qui puisse accueillir ce type de projet. Alors voilà, donc on a travaillé avec une équipe d'architectes, donc classe architecture, une équipe nantaise, qui a travaillé à partir du travail qui avait été fait dans le hack archi qu'on a vu tout à l'heure, qui nous a bien servi pour ouvrir le champ des possibles de l'utilisation d'une serre sur un toit. Donc on a travaillé sur toutes les possibilités et on commence avec les locataires à travailler sur les possibles. Donc de savoir qu'est-ce que les gens de ce site ont en tête pour pouvoir utiliser un lieu qui va être un lieu un peu compliqué à gérer puisque c'est à la fois dans une cage escalier, au-dessus d'une cage escalier, et qui est aussi un lieu sans doute qui peut accueillir à la fois des éléments botaniques ou des éléments de loisirs. Tout en gérant bien sûr les interfaces chauffage, les interfaces bruit, les interfaces ouverture et toutes les réglementations sur un tel projet. Donc voilà, on a travaillé avec eux depuis le mois de juin et on va faire une petite journée au mois de novembre de créativité avec des étudiants également pour travailler sur les espaces de possibles sur ce toit. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un quartier qui va partir en rénovation. Et l'idée aussi, c'est d'avoir une envie architecturale. On a des plots qui sont tous quasiment identiques, c'est 24 logements, on en a une douzaine, c'est extrêmement monotone, c'est assez peu qualitatif, pas de balcon. Donc là, l'idée, c'est de changer aussi par l'architecture l'image du quartier et donner envie aux habitants d'intégrer ce projet. Donc voilà l'image de l'architecture. Aujourd'hui, on discute avec beaucoup de professionnels à la fois de la serre, puisqu'on a donc un des plus grands serristes de France qui s'appelle CMF, qui a rejoint le consortium qu'on va monter pour développer cela, pour pouvoir calculer en fait les différents types de pentes. Donc on appelle ça des chapelles, c'est le terme technique. On a donc étudié à peu près une douzaine de possibilités d'implantation technique de cette serre sur ce toit, sachant quand même que on est aujourd'hui dans une phase où on espère déposer un permis de construire à peu près vers le mois de mars, une fois que l'incubation sera terminée au mois de janvier. Donc on avance assez rapidement et on a décidé donc, de mener aussi la réhabilitation de l'immeuble en avance par rapport aux autres immeubles du quartier pour pouvoir avoir un projet global défini sur ce projet Symbiose. Voilà, donc voilà tous les partenaires qui sont aujourd'hui dans ce projet-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est à la fois des partenaires, donc l'architecte, des bureaux d'études comme SCE ou Ecotropie, et puis également des instituts académiques. Et ça, c'est important d'avoir aussi des chercheurs avec nous. On a le CSTB qui suit ce projet-là dans un programme interreg communautaire. Et puis également des industriels, donc j'ai parlé tout à l'heure, CMF, également le groupe Atlantique pour tout ce qui est la Pacte et le Gendre bâtiment. Donc on a une vocation de faire aussi un projet qui soit avec les entreprises du Grand Ouest pour pouvoir amener tout le monde sur un développement. Notre objectif, c'est que ce soit réplicable. Donc dans quelques semaines, on aura en ligne un moteur qui permettra aux bailleurs qui le souhaitent de rentrer les caractéristiques de leur patrimoine et d'avoir les masques solaires. Et on pourra calculer en presse si c'est intéressant en fonction de l'orientation et du type d'installation technique que vous avez sur le chauffage et sur le chaude sanitaire pour savoir si c'est intéressant de se lancer dans un projet de ce type. Nous, on joue juste les défricheurs dans ce cadre-là, sachant que on espère que ça donnera envie aussi aux locataires. On sait qu'on travaille pas mal à la silhouette nocturne notamment du secteur pour redonner un peu de qualité dans ces quartiers quelquefois où l'architecture peut être un peu monotone avant même les questions de réhabilitation. Voilà, donc merci.
Merci Luc. Si vous avez des questions, merci de les garder pour après. On enchaîne toutes les présentations et après on aura un petit temps d'échange. Alors maintenant j'appelle l'équipe de Firmini. Donc, bonjour à tous, donc Anne-Félicie Prat, je travaille à l'Office public d'habitat de Firmini. Donc Firmini, c'est une ville qui est dans le département, au sud du département de la Loire. Un contexte historique fort, une ancienne ville minière, industrielle. Au début du siècle, 25 000 habitants, aujourd'hui 16 000 habitants. Donc la population de Firmini est quand même une population relativement fragile. Donc il y a un fort taux de décroissance. On constate dans notre parc immobilier un fort taux de vacances, donc il y a à peu près de 20%, donc c'est énorme. La particularité également de la ville de Firmini, c'est qu'on a 45% du parc social, du parc immobilier qui est un parc social, et la moitié de ce parc social est classé en AVAP. Nous avons choisi un quartier qui est le quartier l'Ayabama. Donc c'est un quartier relativement particulier parce qu'il est à l'entrée de la ville de Firmini. Et puis également, il n'y avait pas eu tellement d'interventions sur ce quartier, donc on a voulu un petit peu le valoriser. Donc c'est un quartier assez typique qu'on peut retrouver chez de nombreux bailleurs sociaux. Donc c'est caractéristique des grands ensembles. Il date des années 60, donc avec les mêmes problématiques qu'on retrouve pratiquement tous les bailleurs sociaux, quoi. C'est des problèmes acoustiques, des problèmes thermiques, des problèmes d'usage, diversité d'usage, le traitement des rez-de-chaussée. Voilà. Et puis également la problématique de l'amiante qui est récurrente sur l'ensemble de notre parc. Donc l'objectif premier du coup de notre projet Lab CDC, c'est rendre attractifs nos logements en diminuant la vacance. Et puis également, comme le taux de chômage est relativement important, former, qualifier nos locataires. Voilà. Donc, on a essayé de recenser différents usages qu'on pourrait intégrer dans nos logements vacants. Donc, vous pouvez voir une cuisine partagée, un espace enfant, une garderie, une salle commune, un local vélo, des ateliers, laveries, salle de sport, etc. Dans le cadre du Lab CDC, on a de nombreux partenaires. Donc, nos partenaires, c'est des partenaires sociaux, le CCAS, la ville de Firmini, le Pôle emploi, la mission locale, Relais Ondaine, voilà, différents partenaires sociaux. Également, on a des entreprises locales qui nous aident, donc de différentes PME qui sont listées sur la diapo. Et puis l'essentiel, les habitants. Donc, comment mobiliser les habitants, comment les intéresser à notre projet. Donc là, c'est toute la problématique de notre projet et la difficulté également. Donc, on a mis à leur disposition un logement. Donc, c'est un T5 de 100 mètres carrés. Et du coup, ils pourront se former dans ce logement. Donc, voilà. Donc, au préalable, on a fait une enquête sociale pour... sur le quartier l'Ayabama, il y a à peu près 300 ménages. Donc, on a fait une enquête sociale. On est allé voir les personnes. Et on leur a posé des questions et en sont sortis des personnes qui voulaient participer à l'atelier participatif. Il y avait à peu près 18 ménages motivés. Donc, suite à l'enquête sociale, l'usage qui en est ressorti, c'était de transformer donc, du coup, le logement qu'on avait mis à disposition en salle de sport. Ce qui manquait également dans les logements, c'était des espaces annexes, des balcons.
Et voilà. Et puis il manque également beaucoup de rangements, beaucoup de placards. Oui, donc pour pouvoir travailler avec les habitants, les différents partenaires sociaux, l'office, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, il y a donc plusieurs outils qui ont été mis en place. Donc, comme l'a évoqué Anne-Félicie, il y a donc des entretiens, une enquête sociale qui a été faite, essentiellement basée sur des entretiens à la fois téléphoniques, des entretiens réels, in situ, et des ateliers participatifs qui sont en cours. Pour alimenter ces ateliers, on a également travaillé avec l'école d'architecture de Grenoble, donc, que je représente aujourd'hui, et les grands ateliers de l'île d'Abo pour créer un prototype intermédiaire qui a permis de reproduire avec les proportions exactes des cellules typiques de ces logements des années 60. Donc vous en avez un exemplaire ici. Ça a permis de travailler sur la vérification des tests de différence de hauteur, différence de largeur, en fonction des aménagements possibles de ce logement qui va devenir autre chose qu'un logement. Par exemple, sur la photo qui est ici à votre gauche, on a testé un abaissement léger du plafond qui permettra d'améliorer à la fois l'isolement acoustique et l'absorption acoustique dans un local qui va être dédié à des usages autres que le logement, donc probablement, certainement plus bruyant. Les habitants ont été invités à vérifier ce que ça fabriquait en termes de hauteur, de largeur. Ils ont également été invités à voir avec quels matériaux on pourrait travailler et aménager, matériaux biosourcés, bois, enduits de terre crue, etc. Donc ça, c'est un des outils qui a été mis en place et qui participe donc à l'expérimentation spécifique du Lab CDC. Cet outil va permettre de nous alimenter avec à la fois les habitants et les entreprises sur un projet. Donc voici donc, un logement de 100 mètres carrés. On retrouve les caractéristiques des constructions des années 60 avec des refends porteurs, avec des trames relativement étroites. Là, le principe, ça a été de démonter, de démolir les cloisons intermédiaires pour retrouver des grands volumes et offrir un espace qui soit finalement le plus polyvalent possible pour que les différents usages qui émergent des ateliers participatifs, que ce soit une buanderie commune, un endroit où faire une gymnastique d'appartement, ce qui ressortait, un endroit où faire de la cuisine, etc., puissent advenir dans le temps. Voilà, alors les questions architecturales, d'acoustique, thermique, etc. restent entières. On est en train de travailler. Il y a des ateliers participatifs qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines et un chantier qui aura lieu courant décembre, avant la fin de l'année, pour l'aménagement du local. Les problématiques et questions qui sont posées, c'est la question de la mobilisation habitante. Quelle méthode ? La formation et l'accompagnement vers l'emploi avec les partenaires et l'AFPA, formation professionnelle adulte en particulier. Donc, quel contrat on peut proposer aux habitants chômeurs qui sont prêts à s'investir dans la réhabilitation de ces locaux? Quelles sont les assurances spécifiques? Comment on assure des habitants qui vont travailler sur un chantier? La question de la programmation, c'est plus du logement, donc il y a des déconventionnements à négocier. Le modèle économique, est-ce qu'il y a un impact sur les loyers par exemple ou pas? Quel impact? Est-ce que c'est supportable ou pas? Un cas spécifique sur l'amiante, construction années 60, comment on fait? Désamiantage ou encapsulage. Et puis, bien évidemment, un objectif de réplicabilité. L'idée, c'est qu'à partir de cette expérience-là, on puisse reproduire 1, 2, 3, 4 expériences, enfin, plusieurs projets dans autant de logements qu'il y a à Firminy et ailleurs. Ouais. Voilà. Donc à long terme, c'est que ce logement soit attribué du coup aux locataires et ça soit géré comme une partie commune non conventionnée. Merci. Et je demande à l'équipe de Plurial Novilia, donc menée par Jérôme Florentin, de venir nous présenter leur projet. Juste pour la technique, il y a d'abord un PowerPoint et ensuite un film. Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet des maisons imprimées de Plurial Novilia, donc ESH rémoise,
filiale d'Action Logement. Et donc en présence de Christian Podguisser, notre architecte, et Alain Guillen, fondateur et président de la société Xtree, novateur sur la technologie d'impression 3D. Donc notre projet, c'est de construire simplement 5 maisons individuelles sur le premier écoquartier rémois, donc des maisons de plein pied avec la technologie d'impression 3D béton. L'objectif, c'est d'établir un modèle fonctionnel à disposition de familles et qui permet donc de créer une nouvelle architecture. L'architecte va en parler. L'objectif aussi, c'est de pouvoir permettre un transfert de technologie à disposition d'entreprises locales, donc sur un modèle qu'on a imaginé avec la société Xtree. Et nos objectifs, concrètement, c'est un dépôt de permis de construire fin d'année et un démarrage de travaux fin d'année prochaine. Alors l'ensemble de l'équipe, on a le premier cercle composé de la société Xtree, l'entreprise de Mathieu Barre Construction Est, la société Vicat. Donc Vicat, c'est l'inventeur du ciment artificiel il y a 2 siècles, qui développe le projet avec nous. Christian Podguisser, architecte, et son bureau d'études Bollinger et Groman, ingénierie. Et puis les institutionnels qui nous accompagnent dans ce projet important. Donc nous souhaitons mettre à disposition d'abord ce projet au profit de tout bailleur ou plus généralement tout constructeur qui serait intéressé pour le reproduire sur son territoire. Et les livrables sur lesquels on s'engage, c'est tout d'abord un projet ambitieux, architectural, un modèle économique qu'on est en train de travailler, développer et optimiser, qu'on mettra aussi à disposition de toutes les personnes intéressées. Un prototype d'impression et un processus de certification qui est certes aujourd'hui assez lourd, qui fait qu'on démarrera les travaux que dans un an à peu près. Une méthodologie d'impression, puisqu'on va imprimer nos maisons directement sur le chantier. De proposer aussi les aspects contractuels administratifs, puisqu'on ne travaille pas de façon classique en mode séquentiel, on travaille en mode projet avec tous les intervenants de notre opération. Et puis une phase de communication qui nous permet d'impliquer d'autres partenaires bailleurs et d'autres industriels à ce projet. Donc je vais laisser la parole à Christian qui va nous présenter le parti architectural du projet. Merci Jérôme. On pourrait directement passer au deuxième slide. Merci. Alain va développer plus tard l'aspect technologique, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Donc ce qui nous intéresse en tant qu'architecte là-dedans, c'est forcément la transition sociétale. Donc elle est largement consommée et on essaie de mettre à disposition des dispositifs qui permettent de profiter de cette technologie-là pour probablement habiter aussi autrement. Autrement, comment par les possibilités des géométries possibles, qu'est-ce que ça nous donne? On suggère, donc 5 maisons, vous les voyez devant nous, en plan, on suggère autour d'un commun espace partagé, que vous voyez les espaces les plus grands au centre, d'aménager de part et d'autre des espaces qui fonctionnent complètement autonomement, où il y a des tribus qui habitent différemment. C'est intergénérationnel, c'est bien sûr des colocations, bien sûr des familles, mais de donner une vraie liberté à des scénarios très diversifiés de comment vivre ensemble aujourd'hui. Donc voilà, 5 maisons avec des satellites qui sont autour de cet espace commun. Tout ça autour d'une machine, et Alain va prendre la parole, qui a une certaine envergure, qui nous permet d'imprimer une certaine dimension. Donc la dimension, c'est un robot, et le robot sur place, ça donne donc ce centre commun. Alors, effectivement, l'impression 3D, ça n'est pas qu'un robot. C'est aussi beaucoup de travail sur la conception. Donc il faut travailler sur l'imprimabilité en fait,
des modules que l'on va imprimer sur le site. Et donc il y a tout un travail avec l'architecte pour concevoir ces modules. L'impression 3D, c'est le monde digital. Et le monde digital, c'est transversal. Et en fait, on travaille avec tous les acteurs. Donc on travaille avec l'amont sur la partie conception. C'est l'image que vous avez à votre gauche. Et puis après, il y a le prototypage. Donc vous avez un type de mur qu'on est en train de co-concevoir avec une... En fait, l'idée de l'impression 3D, c'est la conception de murs dans lesquels il y a plus de creux que de pleins. Voilà, on est en train de reconcevoir la construction. Faire l'impression 3D pour recopier ce qui se faisait avant n'a pas beaucoup d'intérêt. Et l'idée, c'est de travailler avec de nouveaux concepts. On travaille avec Vika, donc Vika qui développe un nouveau matériau pour ce projet. Et voilà, donc on est en ce moment en train d'optimiser à la fois et la formule de béton par Vika et le mur, le concept de mur avec l'architecte. Voilà, et puis donc, alors on ne va pas développer l'aspect suivant, mais juste pour dire qu'on travaille de façon assez détaillée sur la méthodologie d'impression chantier. Aujourd'hui, on a deux options. Soit l'impression directe in situ, c'est-à-dire imprimer les murs directement dans leur position finale, définitive, soit imprimer sur chantier, mais donc à proximité immédiate, donc des éléments de murs donc, qui sont préfabriqués et ensuite posés définitivement. On a juste un petit film pour vous montrer le premier prototype que l'on a réalisé il y a une dizaine de jours. Voilà, on vous remercie et on est à votre disposition pour toute question, pour tout intérêt que ça susciterait. Merci. On vous retrouve à 16h15 pour un débat sur l'impression 3D. Et maintenant, j'appelle le dernier porteur de projet, SIA. Bonjour à tous, Florence Mini, j'interviens donc, je vous présente le projet ACT pour SIA Habitat. Alors vous avez un parc locatif ancien, vous avez un parc locatif situé au cœur d'une zone classée, inscrite, protégée. Vous avez des locataires, habitants passifs, porteurs d'une histoire qui leur a échappé. Depuis quand vivent-ils ici? 15 ans, 20 ans. Certains sont nés dans la maison. Ils ont vécu un bouleversement économique. À la fermeture des puits, il ne restait rien. Et à la mono-industrie a succédé le chômage. Cité du Pinson à Reims, dans le nord de la France, vous êtes sur de la monotypologie, des faux type 4. Sur 805 logements, 193 appartiennent à SIA Habitat. Un peu plus de 500 habitants, 33% de chômage. Vous pourriez proposer une réhabilitation classique, ils auraient plus chaud. Mais cependant, dans cette situation, vous preniez le pari de l'attractivité. Vous devez prendre le pari et rendre la cité attractive et productive. Alors comment? En augmentant les ressources. Premièrement, une réhabilitation thermique adaptée aux usages. Deuxièmement, des jardins à mutualiser et la permaculture à instaurer. Troisièmement, des tiers-lieux à ouvrir. Et enfin, l'UNESCO. Des logements habités qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. On explique et on valorise. Comment s'y prend-on? En plaçant l'habitant au cœur de tout. Pour la réhabilitation thermique, vous diligentez une enquête approfondie, vous vous intéressez à la famille, sa composition, ses usages, ses habitudes. Plusieurs possibilités s'offrent alors à vous. Une réhabilitation adaptée, une restructuration, une modulation du logement, une adaptation temporaire, cloison modulable, module complémentaire.
En d'autres termes, le logement s'adapte à l'habitant. Des études et expérimentations sont en cours, notamment sur la possibilité de pallier l'effet rebond en adaptant l'isolation du logement. On consomme moins et la sensation de confort est accrue. Pour cela, comment réhabiliter ? Des livrables sont en cours de production qui décrivent l'enquête et le scénario de réhabilitation. Mais par ailleurs, comment accompagner l'évolution familiale, le vieillissement ? Et si l'habitant pouvait lui-même installer une cloison afin de moduler une grande pièce à vivre, par exemple. Rien d'innovant si il s'agit d'une cloison qui s'adapte et qui offre une étanchéité acoustique. Cela permet de transformer le logement. En cas de maladie, par exemple, la pièce peut devenir une chambre médicalisée. Sur ce sujet également, des livrables sont en cours de production. Dans votre cité, certains habitants sont installés depuis longtemps, on l'a vu, et l'évolution familiale peut amener à nécessiter une modularité du logement. L'apport d'un module complémentaire pourra être un plus et ça évitera aussi la dégradation visuelle dans cette zone inscrite. Pour la permaculture et les jardins mutualisés, vous créez les fusions, vous alertez le territoire. Nous sommes là, venez, amenez vos déchets verts, amenez des cartons, amenez aussi du marc de café. Et venez essayer la culture en lasagne. Une tranche de carton, une tranche de déchets verts, et ça marche. Ils viennent, les habitants. Ils viennent par 2, ils viennent par 3, ils viennent en famille. Et les jeunes, en descendant du bus, se font maintenant un devoir d'aller chercher les copains. Une phase d'effusion suivie de ce moment au cours duquel vous faites connaissance. Puis un habitant qui vous invite avec le groupe à visiter son jardin. Puis un autre locataire qui prend le relais. Petit à petit, vous créez une grainothèque. Vous repérez les early adopters et d'atelier en atelier, ils apprennent à former les autres dans le jardin pédagogique que vous avez ouvert. Et un jour, ils sont prêts. La permaculture, cette culture durable et propre, ce style de vie peuvent être disséminés. On propose de taper aux portes des maisons repérées par les jardins en friche. Ensemble, par petits groupes, on jardine dans la cité. On produit des légumes et au fil des récoltes, on partage. Cette pratique est en cours d'expérimentation. Plusieurs habitants ont déjà invité le groupe du mercredi à venir visiter leur jardin. On commence à parler bouture et plantation. Et en prévision, nous avons des ateliers organisationnels qui vont permettre de définir un mode de gestion des jardins par le collectif habitant. Des livrables seront fournis sur la méthode d'effusion, le mode de dissémination de la permaculture, sur la tenue des ateliers aussi. Et puis, pour les tiers-lieux, vous vous incrustez dans les petites réunions de mamie, des jeunes aussi, et vous parlez, vous échangez. Cuisiner ensemble, quelle bonne idée, on pourrait faire des soupes, mais on pourrait aussi réparer des mobylettes. Et de rencontre en atelier, vous écoutez. En ce moment, nous confrontons les souhaits des habitants avec l'existant de manière à ne pas créer des tiers-lieux sur des activités qui existeraient. Alors vous investissez un lieu dédié, une maison de la cité dont on modifie l'usage, par exemple, et vous accompagnez pendant quelques mois. Vous définissez un schéma directeur pour le collectif. Nous expérimentons le tiers-lieu dans une maison dédiée. Parallèlement, nous étudions les différentes possibilités de créer un tiers-lieu chez l'habitant, d'où aussi le module complémentaire dont je parlais tout à l'heure. Nous avons recueilli la parole des locataires et nous allons la tester ce mois-ci sur les activités souhaitées. Les livrables concerneront le mode d'enquête, l'aide à la décision du thème à retenir, le déconventionnement potentiel du logement, la mise en place d'un schéma d'organisation. Et pour la valeur du site, vous récoltez la mémoire et vous écrivez avec des professionnels un spectacle déambulatoire. Vous verrez, quand l'acteur parle de son mur inscrit sur la liste du patrimoine mondial, les yeux de l'habitant brillent et là vous avez gagné. Il ne regardera plus jamais son mur de la même manière. Chaque rassemblement que vous organisez vous offre la possibilité de rappeler l'histoire et la raison pour laquelle ce site est devenu hautement symbolique. Vous montrez par les animations et les échanges que vous proposez que cet endroit est une vitrine du XXIe siècle. La compagnie de l'Oiseau-Mouche a déambulé et déambule encore dans les rues de la cité. Déjà, on la demande ailleurs, dans d'autres cités. Ce spectacle est une traduction moderne qui plaît. La journée de l'habitant permet d'échanger.
Un atelier d'écriture va voir le jour en octobre. Il permettra de nommer ce qui fait bien inscrit au patrimoine. Les livrables permettront de retrouver les modes de sensibilisation des habitants et surtout, ils donneront à voir la capitalisation et de ces échanges et de ces expressions. Et encore un mot pour conclure. Notre innovation, c'est l'utilisation de la ressource, c'est la révélation des ressources, mais c'est aussi l'habitant qui brille d'une fierté retrouvée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On a 2 minutes pour prendre des questions. C'est court, mais c'est déjà ça. Donc, est-ce que il y a des questions dans la salle sur un des projets ? Ah, super, merci. Je me demandais quel est le coût d'une impression 3D béton. Combien ça coûte de faire un mur ? Alors aujourd'hui, le coût de l'impression 3D béton, il est en train d'être évalué. Et on ne peut pas dire que le mur va coûter moins cher qu'une technique classique, puisqu'il repose sur de la matière première, c'est-à-dire c'est un béton haute performance, dont le prix aujourd'hui il est de l'ordre de 800 € la tonne, mais qui peut descendre aux alentours de 200, 250. Et le prix de la machine, donc, qui sera mise à disposition de l'entreprise, qui, sur deux prototypes existants, va forcément être optimisé. Aujourd'hui, notre projet, on va le construire autour de 2000 € le mètre carré, ce qui constitue effectivement quelque chose de plus cher qu'une construction traditionnelle. Ce qui compte, c'est d'identifier les pistes d'optimisation de coûts, de par le matériel, de par la matière première, je veux dire, et de par la productivité de la machine. Aujourd'hui, on imprime à une vitesse d'environ 2 litres, 3 litres par minute. Dans l'avenir, on va pouvoir imprimer à 10 litres par minute, ça veut dire 3 fois plus vite. L'objectif, c'est que dans 15 ans, 10 ans, on ait des coûts de construction qui soient comparables à ceux d'une construction classique, sachant qu'il y a beaucoup d'avantages par rapport à la productivité, on en a parlé, par rapport aux nuisances chantiers qui sont diminuées, à l'économie de matière, puisqu'on n'imprime plus un mur en béton en plein, hein, on met 3 fois moins de béton dans un mur, et d'autres optimisations qu'on est en train d'évaluer de façon précise par tous les prototypes qu'on est en train de faire. Une dernière petite question, si vous en avez une, évidemment. On reviendra sur la question de l'impression 3D. Non ?